Il a déchiré la robe de son ex-femme enceinte lors de son propre mariage. Devant 300 invités, devant les caméras, devant Dieu et tout le monde. Il a déchiré les vêtements de cette femme comme si elle n'était rien, comme si elle était un déchet. Il voulait la détruire pour anéantir le peu de dignité qui lui restait. Mais ce que Nia a fait ensuite, ce qu'elle a révélé à ce moment d'humiliation, l'a mise à genoux et a transformé son mariage parfait en un cauchemar qu'il n'oubliera jamais. Et ce n'était que le début de sa chute. Bonjour à tous, bienvenue dans notre histoire. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez. Houston, Londres, peut-être la Jamaïque ou le Canada? Nous voulons le savoir. Il était une fois, dans une grande ville pleine d'immeubles, de bureaux rutilants et de restaurants chers, un homme nommé Darius King. Il avait 32 ans et tout le monde disait qu'il allait faire carrière. Darius était le PDG de King Financial Technologies, une entreprise technologique qui aidait les gens à investir leur argent grâce à une application. L'entreprise connaissait une croissance rapide. De riches investisseurs y injectaient des millions de dollars. Les magazines économiques écrivaient des articles sur lui avec des titres tels que « Le nouveau visage de l'excellence noire » ou « Gai, jeune, brillant et brisant les barrières ». Darius était beau, d'une beauté raffinée qui rendait parfaitement sur les photos. Il entretenait sa barbe avec soin. Ses costumes étaient faits sur mesure et lui allaient à la perfection. Il portait une montre Rolex en or qui scintillait à chaque mouvement à chaque mouvement de son poignet. Quand il entrait dans une pièce, tout le monde le remarquait. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Il maîtrisait l'art de paraître prospère, ce qui, dans un monde qui vénère le succès, le rendait puissant. Il vivait dans un loft moderne du centre-ville avec des baies vitrées, des meubles en cuir et des œuvres d'art abstraits aux murs qui coûtaient des milliers de dollars mais ressemblaient à des dessins d'enfants. Sa cuisine était équipée de plans de travail en marbre sur lesquels il ne cuisinait jamais, car il dînait la plupart du temps dans des restaurants chers. Tout dans la vie de Darius était conçu pour impressionner, pour annoncer au monde entier qu'il avait réussi, qu'il était quelqu'un d'important. Mais il y a 3 ans, avant l'argent et la célébrité sur les couvertures des médias, Darius King était marié à une femme nommée Nia Brooks. Nia Brooks était tout ce que Darius prétendait avoir oublié. Elle l'avait aimé quand il n'était personne, quand son entreprise n'était qu'une idée dont il parlait tard le soir dans leur petit appartement. Elle avait cru en lui quand les investisseurs se moquaient de son projet. Elle avait cumulé 2 emplois, serveuse le jour et femme de ménage la nuit, pour qu'il puisse quitter son travail et se concentrer sur la création de son entreprise. Elle l'avait soutenu quand il voulait abandonner. Elle avait célébré avec lui lorsqu'il avait trouvé son premier investisseur. Elle avait été sa partenaire, son soutien, sa femme. Et puis, juste au moment où tout commençait à marcher, juste au moment où l'argent commençait à rentrer et où des personnes importantes commençaient à connaître son nom, Nia était tombée enceinte. Ce jour-là, Darius l'avait regardée debout dans leur salle de bain, tenant un test de grossesse positif, les larmes de joie aux yeux. Et quelque chose de froid avait traversé sa poitrine. Il ne voyait pas cela comme une bénédiction. Il ne voyait pas leur futur enfant, il voyait un obstacle. Il voyait quelque chose qui allait le ralentir, quelque chose qui allait le rendre moins attrayant aux yeux des investisseurs qui voulaient un PDG capable de travailler 4 heures par semaine. Il voyait une femme dont le corps allait changer, qui allait avoir besoin de lui, qui allait le lier à une vie qui lui semblait soudain trop étroite pour l'homme qu'il était en train de devenir. 2 semaines plus tard, il a demandé le divorce. Il lui a dit qu'elle était un boulet. Il lui a dit qu'elle ne s'intégrerait jamais dans le monde qu'il était en train de construire. Il lui a dit que le quartier d'où elle venait, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, tout en elle ne correspondait pas à l'image qu'il devait projeter. Il lui a dit qu'un bébé ruinerait tout ce pour quoi il avait travaillé. Il lui a proposé de l'argent pour qu'elle avorte. Lorsqu'elle a refusé, il est parti sans se retourner. C'était il y a 6 mois. Aujourd'hui, en cette fraîche soirée de novembre, Nia Brooks était assise dans son petit studio, dans un quartier loin des tours scintillantes du centre-ville où vivait Darius. L'appartement était à peine assez grand pour accueillir un lit, un petit coin cuisine et une salle de bain. Les murs étaient fins. Elle pouvait entendre ses voisins se disputer d'un côté et un bébé pleurer de l'autre. La moquette était vieille et tachée. Le réfrigérateur émettait un bourdonnement qui l'empêchait de dormir certaines nuits. Mais c'était le sien. Ou du moins, il serait à elle pendant encore une semaine si elle trouvait le moyen de payer le loyer. Nia était assise sur son canapé d'occasion, une main posée sur son ventre de femme enceinte. Elle en était maintenant à 6 mois et son bébé était actif, donnant des coups de pied et bougeant comme s'il était déjà impatient de découvrir le monde. Nia n'avait que 27 ans, mais ces derniers temps, elle se sentait vieille, usée par l'inquiétude, l'épuisement et la lutte constante pour survivre. Sur la table basse rayée devant elle se trouvait une pile de factures qui lui donnaient mal au ventre rien qu'à les regarder.
Loyer, moins 200 $, à payer dans 6 jours. Facture d'électricité, 180 $, déjà en retard de 2 semaines, avec un avertissement de coupure imprimé en rouge. Facture médicale pour ses rendez-vous prénataux, 340 $. Facture de téléphone, 85 $. Et elle avait exactement 230 $ sur son compte bancaire. Elle travaillait comme caissière à temps partiel dans une épicerie. Mais ils avaient réduit ses heures le mois dernier. Elle avait postulé à des dizaines d'emplois, mais personne ne voulait embaucher une femme visiblement enceinte qui aurait besoin de congés dans 3 mois. Sa mère vivait dans un autre état et luttait contre le cancer, elle ne pouvait donc pas l'aider. Son père était décédé quand elle était jeune. Elle avait quelques amis, mais ils étaient tous dans la même situation qu'elle. Nia prit un morceau de pain dans la petite assiette à côté d'elle. C'était le dernier morceau du pain. Dans son réfrigérateur, il y avait 3 œufs, un demi-litre de lait et un peu de beurre. C'était tout. C'était toute la nourriture qu'elle avait et elle ne serait pas payée avant 1 semaine. Elle prit une petite bouchée de pain et sentit son bébé donner un coup de pied, comme pour lui dire « Maman, j'ai faim moi aussi ». Les larmes montèrent aux yeux de Nia. Elle essayait tellement de ne pas pleurer ces derniers temps, car pleurer ne payait pas les factures, ne remplissait pas le réfrigérateur et ne rendait pas le monde moins cruel. Mais parfois, les larmes venaient quand même. « Je suis désolée, bébé », murmura-t-elle en caressant doucement son ventre. « Je suis tellement désolée que tu sois coincée avec une maman qui ne peut même pas se nourrir, mais je te promets que j'essaie. J'essaie vraiment. » Son téléphone vibra sur le canapé à côté d'elle. Nia s'essuya les yeux et le prit, s'attendant à un autre appel d'un agent de recouvrement ou à un autre email de refus pour une candidature à un emploi, mais le numéro affiché à l'écran était local et d'inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Allô, allô, êtes-vous Nia Brooks ?» Une voix féminine, professionnelle et raffinée. « Oui, c'est Nia. Bonjour Nia, je m'appelle Jennifer, je vous appelle de la part d'Elite Event Staffing. Nous avons obtenu votre nom auprès de l'agence d'intérim où vous êtes inscrite. Êtes-vous actuellement disponible pour travailler ?» Nia se redressa, son cœur battant soudainement plus fort. « Oui, je suis disponible. Quel type de travail ?» « Nous avons un événement haut de gamme samedi soir au Grand Marquet Hôtel dans le centre-ville. Il s'agit d'une réception de mariage pour un client très important. Nous avons besoin de serveurs et d'huissiers pour aider à l'accueil des invités. La rémunération est de 500 $ pour la soirée, plus les pourboires. Le paiement se fait en espèces à la fin de la soirée. Cela vous intéresse-t-il ? 500 $. L'esprit de Nia s'emballa. C'était presque la moitié de son loyer. Cela représentait 2 semaines de nourriture. Cela lui permettrait de payer ses factures d'électricité. Oui, répondit-elle rapidement. Oui, je suis très intéressée. Parfait. Je dois toutefois vous informer qu'il s'agit d'un événement très chic avec des normes professionnelles très strictes. Vous devrez porter une tenue entièrement noire, avoir une apparence soignée, et nos clients attendent un service irréprochable. Pouvez-vous répondre à ces exigences ? Absolument. Nia répondit qu'elle trouverait une solution. Elle avait une robe noire correcte qui lui allait encore malgré son ventre. Elle ferait en sorte que cela fonctionne. Parfait. Je vais vérifier vos informations et je vous enverrai tous les détails par email. L'événement a lieu ce samedi à 18h. Veuillez arriver à 16h30 pour la réunion d'information. Et Nia, il s'agit d'un client très important, alors soyez ponctuel et professionnel. Je le serai. Merci beaucoup. À la fin de l'appel, Nia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Aux 500 $ ne résoudrait pas tout, mais cela lui donnerait un peu de répit. Cela permettrait de nourrir son bébé. Cela lui permettrait de payer l'électricité pendant 1 mois supplémentaire. Elle ne se permit pas de penser à la difficulté de rester debout pendant 5 heures alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Elle ne se permit pas de penser à son dos qui la faisait déjà souffrir ou à ses chevilles qui étaient enflées à la fin de chaque journée. Rien de tout cela n'avait d'importance. Elle avait besoin de cet argent. Elle en avait désespérément besoin. Ce soir-là, Nia fouilla dans son petit placard à la recherche d'une tenue appropriée. Elle trouva sa robe noire, celle qu'elle avait portée à des funérailles 2 ans auparavant. Elle l'essaya et elle lui allait encore, à peine tendue sur son ventre, mais suffisamment décente. Elle trouva sa seule paire de ballerines noires, vieilles et éraflées, mais propres. Elle les cirerait. Elle se donnerait l'air aussi professionnelle que possible. « Tout va bien se passer, mon bébé », murmura-t-elle à son ventre en suspendant soigneusement la robe. « Maman a trouvé un travail pour une seule nuit, mais c'est déjà ça. C'est un début. » Le lendemain matin, Nia reçut un email contenant tous les détails de l'événement. Elle l'ouvrit sur son téléphone tout en mangeant un seul œuf pour le petit déjeuner, essayant de faire durer son repas le plus longtemps possible. L'email contenait l'adresse de l'hôtel, l'heure d'arrivée, les exigences en matière de code vestimentaire et, en bas, une pièce jointe intitulée « Dossier d'information sur l'événement ». Nia cliqua dessus distraitement, s'attendant à trouver une sorte de manuel du personnel ou de directive de service. La première page comportait
un logo en haut écrit en lettres dorées élégantes. Le mariage King Pierce. Nia fixa les mots King. C'était un nom de famille courant. Cela ne signifiait rien. Elle fit défiler la page et son cœur s'arrêta. Là, occupant tout l'écran de son téléphone, se trouvait une photo de fiançailles professionnelles. Darius King, vêtu d'un smoking parfaitement taillé, avait le bras autour d'une belle femme vêtue d'une robe de créateur. La femme était magnifique, avec sa peau claire, ses longs cheveux ondulés et son sourire digne d'une couverture de magazine. La légende sous la photo disait « Célébration de l'union de Darius King, PDG de King Financial Technologies, et d'Alana Pierce, influenceuse lifestyle et entrepreneuse. » Le téléphone glissa des doigts de Nia et tomba bruyamment sur le sol. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Son corps tout entier devint froid, puis chaud, puis froid à nouveau. Darius allait se marier et elle venait d'accepter de travailler à son mariage. Elle attrapa son téléphone avec des mains tremblantes et fit défiler frénétiquement le reste du document. Il était là, encore et encore, photo après photo. Darius à des galas de charité, Darius recevant des prix professionnels, Darius et Alana sur le tapis rouge formant un couple parfait. Puis Nia vit les détails du mariage. 300 invités, un groupe de musique live, un dîner à 7 plats. Le forfait mariage le plus cher proposé par le grand Marquis Hotel. Son ex-mari, l'homme qu'il avait traité de hood baggage, fil de quartier, et qu'il avait quitté, elle et leur enfant, à naître, organisait un mariage qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle gagnerait en 5 ans. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, cruellement, elle avait été engagée pour servir des boissons lors de ce mariage. L'esprit de Nia s'emballa. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. L'agence d'intérim comptait des centaines de personnes inscrites. Il y avait des dizaines de femmes enceintes qui avaient besoin de travail. Comment l'avait-il choisi spécifiquement? Comment son nom s'était-il retrouvé sur la liste pour cet événement particulier? Puis, comme un frisson glacial lui parcourant l'échine, elle comprit. Darius avait fait cela exprès. Il avait réussi à découvrir où elle était inscrite pour un travail temporaire. Il l'avait demandé spécifiquement. Il s'était arrangé pour qu'on l'appelle, qu'on lui propose ce travail, qu'on la mette dans une situation où elle serait suffisamment désespérée pour accepter. Il voulait qu'elle soit là. Il voulait qu'elle le voie passer une journée parfaite, avec sa nouvelle épouse parfaite dans sa nouvelle vie parfaite. Il voulait qu'elle lui serve à boire alors qu'elle était enceinte, pauvre et en difficulté. Il voulait l'humilier une fois de plus pour prouver une fois pour toutes qu'il avait gagné et qu'elle avait perdu. Nia était assise sur son canapé, fixant le téléphone dans sa main, tout son corps tremblant de colère, de douleur et d'autres choses. Quelque chose qui ressemblait au moment précédent le déchaînement d'une tempête. Elle devait refuser. Elle devait rappeler Jennifer immédiatement et démissionner. Elle devait se protéger son bébé et sa dignité. Elle devait partir. Mais elle regarda alors son petit appartement, les factures sur la table, le réfrigérateur vide, l'avis d'expulsion qu'elle avait caché sous un magazine parce qu'elle ne supportait plus de le voir. 500 $. C'était le prix de sa fierté. Et à cet instant précis, avec un bébé qui grandissait en elle, l'électricité sur le point d'être coupée et aucune nourriture dans la cuisine, la fierté lui semblait être un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Nia ferma les yeux et posa ses 2 mains sur son ventre. « Je suis désolée, bébé. » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée que tu vas voir ta maman servir des boissons à l'homme qui nous a abandonnés. Mais nous avons besoin de cet argent. Nous en avons tellement besoin. » Son bébé donna un coup de pied puissant contre sa paume. Et Nia prit sa décision. Elle irait à ce mariage. Elle enfilerait sa vieille robe noire et ses chaussures éraflées et elle garderait la tête aussi haute que possible. Elle prendrait l'argent de Darius King et elle survivrait 1 mois de plus. Et peut-être que s'il y avait une justice dans ce monde cruel, peut-être qu'un jour le karma le rattraperait. Mais elle n'avait aucun moyen de savoir que le karma était déjà à l'œuvre. Elle n'avait aucun moyen de savoir que ce mariage, ce piège terrible et humiliant, allait devenir le moment où tout allait changer. Elle n'avait aucun moyen de savoir que parfois, le pire jour de votre vie est en fait le début de quelque chose de mieux. Tout ce qu'elle savait à ce moment-là, c'était que dans 4 jours, elle se tiendrait dans une salle de bal remplie d'inconnus riches et regarderait son ex-mari épouser une autre femme. Et d'une manière ou d'une autre, elle allait devoir survivre à cela. Les 4 jours suivants passèrent dans un tourbillon d'anxiété et de préparatifs. Nia dormit à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Darius. Ce regard froid qu'il lui avait lancé le jour où il était parti. Elle entendait sa voix lui dire qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle le tirerait vers le bas, que leur bébé était une erreur qu'il refusait de commettre. Sa meilleure amie, Tasha, est venue jeudi soir et a trouvé Nia assise par terre dans son appartement, fixant la robe noire accrochée derrière sa porte. Tasha Miller était tout ce dont Nia avait besoin à ce moment-là. Elle avait 31 ans,
avait 2 emplois, l'un comme aide-soignante dans un hôpital, l'autre comme coiffeuse le week-end dans sa cuisine. Tasha n'avait pas beaucoup d'argent non plus, mais elle avait quelque chose de plus précieux. Elle avait du feu. Elle avait de la combativité. Elle avait une façon de voir le monde qui refusait d'accepter la défaite. « Ma fille, qu'est-ce que tu fais assise par terre comme ça ?» demanda Tasha en posant un sac en plastique provenant du magasin du coin. « Je t'ai apporté des provisions, du riz, des haricots, du poulet, des légumes, de la vraie nourriture. » Nia leva les yeux vers son amie et sentit les larmes lui brûler à nouveau les yeux. « Tasha, tu ne peux pas continuer à me nourrir, tu as tes propres factures à payer. Tais-toi et dis merci. » dit Tasha fermement, se dirigeant vers la petite cuisine pour ranger la nourriture. « Maintenant, dis-moi ce qui ne va pas. Et ne dis pas que tu ne vois rien, parce que je peux tout lire sur ton visage. » Alors Nia lui raconta tout. Elle lui parla de l'offre d'emploi, du mariage, du fait qu'elle avait réalisé qu'il s'agissait du mariage de Darius, qu'elle avait compris qu'il avait tout organisé dans le seul but de lui faire du mal. Lorsqu'elle eut terminé, Tasha resta immobile pendant un long moment, la main figée en l'air, tenant une boîte de haricots. Puis elle posa très délicatement la boîte sur le comptoir et se tourna vers Nia. « Laisse-moi m'assurer que j'ai bien compris, » dit Tasha d'une voix dangereusement calme. « Ton ex-mari, l'homme qui t'a abandonné alors que tu étais enceinte de son enfant, l'homme qui t'a traité de poufiasse et t'a proposé de l'argent pour tuer ton bébé. Cet homme t'a délibérément engagé pour travailler à son mariage afin de pouvoir t'humilier devant tous ses riches amis. »« Oui, » murmura Nia. « Et tu vas vraiment le faire ? » « J'ai besoin de cet argent, Tasha. J'en ai vraiment besoin. On va me couper l'électricité. Je n'ai que 3 œufs et 2 litres de lait dans mon réfrigérateur. Je dois payer mon loyer dans 2 jours et il me manque 970 $. Quel autre choix ai-je ?» Tasha s'approcha et s'assit par terre à côté de Nia. Elle prit la main de son amie et la serra fort. « Écoute-moi très attentivement, » dit Tasha. « Je comprends pourquoi tu as besoin de cet argent. Je comprends et je ne vais pas te dire de ne pas y aller, car je sais ce que c'est que d'être fauché, désespéré et effrayé. Mais Nia, tu ne peux pas laisser cet homme te voir brisé. Tu ne peux pas lui donner cette satisfaction. Je ne sais pas comment être autre chose que brisé en ce moment. » dit Nia, la voix brisée. « Regarde-moi, Tasha. Je suis enceinte de 6 mois, je vis dans un endroit à peine plus grand qu'un placard, je mange des œufs pour le dîner, je suis sur le point d'être expulsée. Comment suis-je censé prétendre que je ne suis pas brisé ? » « Tu n'es pas brisé, » dit Tasha avec férocité. « Tu survis. Tu fais grandir un être humain entier dans ton corps tout en travaillant, en luttant et en te battant chaque jour. Ce n'est pas être brisé, Nia, c'est être forte, c'est du pouvoir. Et tu dois te rendre à ce mariage en gardant cela à l'esprit. » Nia voulait la croire. Elle voulait se sentir forte, mais elle se sentait surtout fatiguée, effrayée et petite. « Et si je n'y arrive pas ?» murmura-t-elle. « Et si j'arrive là-bas et que je m'effondre ?» Tasha resta silencieuse un instant, réfléchissant, puis elle dit quelque chose qui surprit Nia. « Alors effondre-toi, mais effondre-toi selon tes propres conditions. Ne le laisse pas contrôler ton effondrement. Ne le laisse pas décider de la tournure que prendront les événements. » Elle fit une pause. « Et Nia, je sais que tu as besoin de cet argent, mais si tu dois entrer en enfer, au moins garde les yeux ouverts. Observe-le, observe tout. Les gens comme Darius, les gens qui sont aussi cruels, ont toujours des secrets. Toujours. Et les secrets ont tendance à être révélés au pire moment possible. » Nia ne comprenait pas tout à fait ce que Tasha voulait dire, mais elle acquiesça quand même. Ce soir-là, après le départ de Tasha, Nia s'allongea dans son lit, les mains sur son ventre, et parla à son bébé comme elle le faisait tous les soirs. « Ton papa ne veut pas de nous, » dit-elle doucement. « Mais ce n'est pas grave, parce que tout ira bien pour nous. Je ne sais pas encore comment, mais tout ira bien. Je te le promets. Mon petit, je te le promets. » Son bébé répondit par un coup de pied, et Nia ferma les yeux et essaya de dormir. Le samedi arriva trop vite. Nia se réveilla à midi après une nuit agitée pleine de mauvais rêves. Le mariage ne commençait qu'à 18h, mais elle devait être là à 16h30. Elle passa le début de l'après-midi à essayer de manger quelque chose, à essayer de calmer son cœur qui battait à tout rompre, à essayer de se préparer mentalement à ce qui l'attendait. À 14h, elle prit une douche et resta sous l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Elle se lava les cheveux et les revitalisa soigneusement. Elle se rasa les jambes, même si elle serait couverte par sa robe, car faire des choses normales lui donnait un peu moins l'impression de marcher vers son propre supplice. Elle sortit et se regarda dans le miroir embué de la salle de bain. Son visage semblait fatigué. Elle avait des cernes sous les yeux que le maquillage ne pourrait probablement pas cacher. Son corps avait tellement changé en 6 mois. Son ventre était rond et ferme, indéniablement enceinte. Ses seins étaient plus volumineux, ses hanches étaient plus larges. Elle avait déjà l'air d'une mère, même si elle n'avait pas encore accouché. Elle se demandait ce que Darius penserait en la voyant. Ressentirait-il quelque chose ?
Y aurait-il ne serait-ce qu'une lueur de culpabilité ou de regret? Ou serait-il simplement satisfait que son plan pour l'humilier fonctionnait? À 15 ans, Nia commença à s'habiller. Elle enfila la robe noire qui lui allait à peine. Le tissu était tendu sur son ventre, rendant sa grossesse impossible à cacher. Elle enfila les ballerines d'at noir et se regarda dans le miroir en pied qu'elle avait trouvé dans une boutique d'occasion. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une pauvre femme enceinte portant une vieille robe et des chaussures bon marché, sur le point de travailler à un mariage où elle n'avait rien à faire. « Tu peux le faire », dit-elle à son reflet. « 5 heures, $500. Tu peux le faire. » Mais son reflet ne semblait pas convaincu. À 15h45, Nia appela un Uber car elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard et le bus aurait pris trop de temps. La course coûtait $18, une somme qu'elle n'avait pas, mais elle l'ajouta à sa carte de crédit déjà à découvert et essaya de ne pas y penser. Le chauffeur, un homme noir âgé au regard bienveillant, la regarda dans le rétroviseur. « Il y a un grand événement au Grand Marquis ce soir, dit-il d'un ton conversationnel. Le mariage d'un riche. La circulation va être folle en centre-ville. »« Je sais, » répondit Nia doucement. « Je travaille là-bas. »« Ah oui? Tu es serveuse ? » Quelque chose comme ça, il acquiesça. « Eh bien, ces riches laissent généralement de bons pourboires. J'espère que tu gagneras bien ta vie ce soir, ma sœur. » Si seulement il savait, pensa Nia. Si seulement quelqu'un savait dans quoi elle s'embarquait. Le Grand Marquis Hôtel s'élevait du centre-ville comme un palais. C'était un bâtiment de 30 étages en verre et en marbre. Un luxe que Nia n'avait jamais vu que de l'extérieur. L'entrée était recouverte d'un tapis rouge, un vrai tapis rouge, et des voitures de luxe s'y arrêtaient déjà. Des Bentley, des Mercedes, des BMW et même une Rolls-Royce. Des hommes en smoking et des femmes en robe de soirée entraient en riant et en discutant, leurs bijoux scintillant au soleil de fin d'après-midi. Le Uber de Nia s'arrêta à l'entrée latérale où un petit panneau indiquait « Réservé au personnel et aux livraisons ». « Voilà », dit le chauffeur. Puis, plus gentiment, « Et quoi que vous traversiez, vous allez vous en sortir. Je le vois dans vos yeux. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Nia sentit sa gorge se serrer. « Merci », parvint-elle à dire. Elle sortit de la voiture et se dirigea vers l'entrée du personnel. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. À l'intérieur, c'était le chaos. Les traiteurs couraient dans tous les sens avec leurs plateaux. Les fleuristes apportaient les dernières touches à d'énormes compositions florales. Un homme muni d'un casque audio aboyait des ordres dans un talkie-walkie. Nia trouva la table d'enregistrement où une femme à l'air stressée, munie d'un bloc-notes, dirigeait le trafic. « Non ?» demanda la femme sans lever les yeux. « Nia Brooks. Je travaille pour Elite Event Staffing. » La femme parcourut sa liste, trouva le nom de Nia et le coacha. « Poste de serveuse, station 3. Vous serez chargé du service des boissons dans la partie ouest de la salle de réception. Jennifer devrait être dans les parages pour vous expliquer comment ça marche. » Elle tendit un badge nominatif à Nia et lui fit signe de se diriger vers un couloir. « La salle d'orientation est là-bas, deuxième porte à gauche. » Nia a pris le badge d'une main tremblante et s'est engagée dans le couloir. À chaque pas, elle avait de plus en plus l'impression de marcher dans un piège. Mais elle a continué, car quel autre choix avait-elle? La salle d'orientation accueillait une vingtaine d'autres membres du personnel, tous vêtus de noir comme elle. Certains étaient de jeunes étudiants qui arrondissaient leur fin de mois. D'autres étaient des personnes plus âgées qui travaillaient depuis des années dans ce genre d'événement. Et puis il y avait Nia, enceinte de 6 mois et sur le point de servir des boissons au mariage de son ex-mari. Une femme élégante d'une trentaine d'années s'avança vers l'avant de la salle. Ce devait être Jennifer. « Bonjour à tous. Merci d'être à l'heure. Il s'agit d'un événement très médiatisé et notre client a des exigences extrêmement élevées. J'ai besoin que vous fournissiez tous un service irréprochable ce soir. Cela signifie que vous devez sourire, être attentif, mais pas envahissant, et ne pas utiliser votre téléphone personnel pendant votre service. » Elle a continué pendant 10 minutes à expliquer les procédures et les protocoles. Mia n'a presque rien entendu. Son esprit était ailleurs, préparé pour le moment où elle verrait Darius pour la première fois depuis 6 mois. « Une dernière chose », a dit Jennifer, et quelque chose dans son ton a fait que Nia s'est concentrée. « Monsieur King, le marié, a demandé que tout le personnel reste professionnel à tout moment. C'est un homme d'affaires très en vue et les médias seront présents. Si l'un d'entre vous a un lien personnel avec la mariée ou le marié, vous devez m'en informer immédiatement. » Nia avait la bouche sèche. Elle devait parler. Elle devait dire quelque chose. Mais que se passerait-il si elle le faisait? La licencierait-il sur le champ? Perdra-t-elle les $500 dont elle a désespérément besoin? Elle resta silencieuse et s'en voulut. Après la réunion d'information, le personnel fut envoyé à son poste. Nia fut affectée à un poste de service près de l'aile ouest de la grande salle de bal. On lui remit un plateau et on lui demanda de faire circuler le champagne pendant l'apéritif avant le dîner.
À 17h30, les portes de la salle de bal s'ouvrirent et Nia découvrit pour la première fois le lieu où se tiendrait la réception. C'était à couper le souffle. La salle était immense, suffisamment grande pour accueillir facilement 300 personnes. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des cascades gelées. Les tables rondes étaient recouvertes de soie crème et ornées de centres de table composés de roses blanches et d'orchidées qui devaient coûter des milliers de dollars. Au fond de la salle, un groupe de musiciens installait ses instruments sur une scène. Partout où Nia posait les yeux, elle voyait de l'or, du cristal, des fleurs et de l'élégance. C'était le genre de mariage dont rêvent les petites filles. C'était un conte de fées, c'était la vie que Darius s'était construite après l'avoir quitté. Nia sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, un mélange de douleur, de rage et de chagrin pour tout ce qu'elle avait perdu. « Ça va ma chérie ?» lui demanda une femme noire plus âgée. C'était une autre serveuse, peut-être dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants derrière ses lunettes. « Ça va ?» mentit Nia. « Tu es sûre ? On dirait que tu vas être malade. Et je ne te juge pas ma chérie. Et tu te juges pas ma chérie. Être enceinte et rester debout comme ça, c'est difficile. Je l'ai fait moi-même il y a 20 ans. Si tu as besoin de t'asseoir, je peux te remplacer quelques minutes. » Cette gentillesse faillit briser Nia. Elle retint ses larmes et esquissa un sourire. « Merci, mais ça va, vraiment ?» La femme lui tapota doucement le bras. « Eh bien, fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Je m'appelle Dorothy. Nous, les femmes, devons veiller les unes sur les autres. » À 18h, pile, les invités ont commencé à arriver pour le cocktail. Ils sont arrivés par vagues, tous vêtus de tenues de soirée coûteuses, riant et discutant avec l'aisance de personnes qui ne se sont jamais souciées du loyer, des factures d'électricité ou de leur prochain repas. Nia a pris son plateau de coupes de champagne et a commencé à circuler, offrant des boissons avec un champagne discret et un sourire qui semblait pouvoir fendre son visage. La plupart des invités ne la regardaient même pas. Elle était invisible à leurs yeux. Juste une autre serveuse en noir, faisant partie du décor qui rendait leur soirée élégante et agréable. Mais à 18h23, Nia l'aperçut. Darius King se tenait près de l'entrée pour accueillir les invités, et il était exactement comme sur les photos dans les magazines. Son smoking était parfaitement ajusté, probablement fait sur mesure. Ses chaussures brillaient, sa barbe était taillée à la perfection. Il arborait le même sourire confiant, le même air de succès et de puissance. Et à côté de lui se tenait Alana Pierce. Elle était encore plus belle en personne que sur les photos. Sa peau était éclatante. Ses cheveux tombaient en boucles parfaites dans son dos. Sa bague de fiançailles était si grande qu'elle reflétait la lumière à travers la pièce. Elle portait une robe couleur crème qui coûtait probablement plus cher que le salaire de certaines personnes et elle souriait à chaque invité avec une chaleur sincère. Nia resta figée, son plateau de champagne devenant de plus en plus lourd dans ses mains. Pendant un instant, juste un instant, elle pensa que Darius ne la remarquerait peut-être pas. Peut-être pourrait-elle rester de l'autre côté de la pièce toute la soirée et qu'il ne la verrait même pas. Mais alors, comme s'il sentait son regard, Darius tourna la tête. Ses yeux la trouvèrent à travers la foule et Nia vit son expression passer de celle d'un hôte accueillant à quelque chose de froid et de satisfait. Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il l'avait vue, il savait qu'elle était là. Et d'après l'expression de son visage, c'était exactement ce qu'il voulait. Les mains de Nia se mirent à trembler si fort que les coupes de champagne s'entrechoquèrent sur le plateau. Darius dit quelque chose à Alana, l'embrassa sur la joue et traversa la salle de bal en direction de Nia. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas respirer. Elle ne pouvait que rester là et le regarder s'approcher, sachant que quoi qu'il arrive, cela allait lui faire mal. Il s'arrêta juste devant elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum coûteux, le même qu'il portait lorsqu'ils étaient mariés. « Nia », dit-il d'une voix douce et agréable, comme s'ils étaient de vieux amis qui se retrouvaient par hasard. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Nia avait l'impression que sa gorge était complètement nouée. Elle resta là, tenant son plateau de champagne, fixant l'homme qu'elle avait autrefois aimé. L'homme qui avait détruit sa vie et elle ne trouvait pas sa voix. « J'avais besoin de ce travail », finit-elle par dire, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Le sourire de Darius s'élargit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son regard. Son regard descendit lentement vers son ventre, s'y attardant avec une expression qui lui donna la chair de poule. Ce n'était ni du regret, ni de la culpabilité, ni même de la curiosité. C'était de la satisfaction, une satisfaction pure et froide. « Je vois ça », dit-il doucement, de manière à ce qu'elle seule puisse l'entendre. « Je ne savais pas que tu te faisais aussi belle pour servir. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle sentit son visage s'empourprer. Les larmes lui montaient aux yeux. « Ne pleure pas », se dit-elle. « Ne lui donne pas cette satisfaction, j'ai besoin que tu restes en retrait ce soir », continua Darius, d'une voix toujours agréable, mais sous-tendue d'une fermeté inébranlable. «
Complètement en retrait? C'est mon jour, mon moment, et je n'ai pas besoin que tu fasses une scène ou que tu attires l'attention sur toi. Tu peux faire ça, Anya? Tu peux être professionnel? La façon dont il prononça le mot professionnel le fit passer pour le mot le plus grossier au monde, comme s'il lui rappelait qu'elle était inférieure à lui, qu'elle était là pour le servir pendant qu'il faisait la fête. Nia se força à le regarder dans les yeux. Elle se força à se tenir droite, même si elle avait envie de se recroqueviller en boule et de disparaître. « Oui, mais King, répondit-elle, et le formalisme de sa réponse lui semblait être la seule arme dont elle disposait. Pendant une seconde, quelque chose passa sur le visage de Darius. De la surprise peut-être, ou de la frustration. Il voulait la voir s'effondrer. Il voulait qu'elle pleure, qu'elle le supplie, ou qu'elle lui montre à quel point il avait encore du pouvoir sur elle. Et en l'appelant Monsieur King au lieu de Darius, au lieu de s'effondrer, elle lui avait refusé cette satisfaction. Mais son masque lisse était de nouveau en place. « Bien, dit-il, nous nous comprenons. » Puis il se retourna et retourna vers Alanna, passant son bras autour de sa taille et l'embrassant sur la tempe. Nia resta là, avec l'impression qu'elle allait vraiment être malade. Dorothy, la serveuse plus âgée, apparut à ses côtés. « Tu connais cet homme ?» demanda-t-elle à voix basse. « Non, mentit Nia. C'est juste un client exigeant. » Dorothy la regarda longuement, et Nia sut qu'elle ne la croyait pas, mais Dorothy eut la gentillesse de ne pas insister. « Eh bien, reste loin de lui si tu le peux, » dit Dorothy. « J'ai travaillé suffisamment souvent dans ce milieu pour savoir que ce genre d'homme est méchant sous ses airs raffinés. Vraiment méchant, si seulement elle savait à quel point elle avait raison. » L'heure suivante passa dans un brouillard. Nia circulait avec son plateau, offrant du champagne, souriant jusqu'à en avoir mal au visage, essayant d'être invisible comme Darius le lui avait demandé. Elle regardait les invités rire, danser et faire la fête, regardait Darius tenir sa cour comme un roi parmi ses sujets, regardait Alanna rayonner de bonheur, complètement inconsciente de la cruauté dont son fiancé était capable. Puis, à 19h45, Nia vit Alanna se diriger vers la zone de service, sa magnifique robe couleur crème flottant derrière elle. « Excusez-moi, » dit Alanna d'une voix douce et légèrement essoufflée. « Pourrais-je avoir un peu d'eau, juste de l'eau plate, sans glaçons ?» De près, Alanna était encore plus éblouissante. Son maquillage était impeccable. Sa peau semblait rayonner de l'intérieur, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose d'anxieux et d'incertain qui fit comprendre à Nia que malgré toute sa beauté et sa richesse, Alanna était nerveuse, peut-être même effrayée. « Bien sûr, » répondit Nia avant d'aller chercher un verre d'eau à la station-service. Lorsqu'elle revint, Alanna le prit avec gratitude et en but la moitié d'un seul trait. « Merci beaucoup, » dit-elle avec un sourire sincère. « Je sais que cela peut paraître fou, mais je suis tellement nerveuse que j'ai du mal à respirer. » On pourrait penser qu'après tous les événements auxquels j'ai assisté, je n'aurais pas peur de mon propre mariage, mais elle rit un peu nerveusement. Je veux juste que tout soit parfait. Darius a travaillé si dur pour ce jour. Nia sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Alanna n'en avait aucune idée. Elle n'avait aucune idée de qui elle allait épouser. Elle n'avait aucune idée de ce que Darius avait fait, de ce dont il était capable. « Je suis sûre que ce sera magnifique », s'entendit dire Nia, même si ces mots avaient un goût amer. « Tu es si gentille, » dit Alanna. Puis elle remarqua le ventre de Nia pour la première fois. « Oh mon Dieu, quand est-ce que tu accouches ?»« En mars, » répondit Nia doucement. « C'est merveilleux, tu es la première. »« Oui, eh bien félicitations, maman, la grossesse est une telle bénédiction. » Alanna sourit à nouveau, toucha doucement le bras de Nia, puis s'éloigna pour rejoindre ses invités. Nia resta là avec l'impression qu'elle allait se briser en 1000 morceaux. Alanna était gentille, Alanna était adorable. Alanna n'était pas l'ennemi. Elle était juste une autre femme qui avait été trompée par le masque parfait de Darius King. À 20h, Nia prenait un moment pour se reposer les pieds dans un couloir calme près des toilettes lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et son cœur se serra. Darius se tenait au bout du couloir et cette fois, il n'y avait personne d'autre autour. Pas d'invités, pas d'autres membres du personnel, pas de témoins, juste eux deux seuls pour la première fois depuis 6 mois. Il s'avança lentement vers elle, délibérément, et Nia recula instinctivement jusqu'à ce qu'elle touche le mur. « Tu t'amuses bien ? Bien ? Demanda Darius d'une voix différente. Plus froide, le masque était tombé. « Je fais juste mon travail, » répondit Nia, essayant de garder une voix calme. « Ton travail ?» répéta Darius en riant. Mais c'était un rire sinistre. « Regarde-toi, Nia. Regarde ce que tu es devenue, une serveuse, une moins que rien, enceinte, fauchée, et assez désespérée pour travailler à mon mariage. Voilà ce que tu es maintenant. Alors que moi,
dit-il en montrant la salle de bal, je me marie avec quelqu'un qui appartient à mon monde. La cruauté dans sa voix était à couper le souffle. Nia savait qu'il pouvait être froid, mais là c'était autre chose. C'était un homme qui prenait plaisir à faire souffrir. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi m'as-tu engagé? Pourquoi fais-tu cela ?» Darius s'approcha. « Parce que je voulais que tu vois. Je voulais que tu comprennes exactement ce que tu as perdu quand je suis parti. Je voulais que tu saches que tu n'as jamais été assez bien pour moi, que tu ne seras jamais assez bien pour la vie que je suis en train de construire. Et je voulais que tu me regardes épouser une vraie femme pendant que tu sers des boissons dans une robe bon marché. » Les larmes brûlaient derrière les yeux de Nia, mais elle refusait de les laisser couler. « J'étais assez bien pour te soutenir quand tu n'avais rien. J'étais assez bien pour avoir 2 emplois afin que tu puisses monter ton entreprise. J'étais assez bien quand tu avais besoin de moi. C'était différent. » dit Darius avec dédain. « C'était avant que je sache ce que je pouvais devenir, avant que je comprenne que pour réussir dans ce monde, il faut se débarrasser du poids mort. Et Nia, tu étais un poisse-mort. Tu l'es toujours. » Il regarda son ventre avec dégoût. « Et ce bébé que tu portes, c'est ma plus grande erreur. Mais voici ce que tu dois comprendre. Si tu m'embarrasses ce soir, si tu dis un seul mot à qui que ce soit sur notre passé, si tu fais quoi que ce soit qui gâche ma journée, je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. J'ai des relations. J'ai du pouvoir. Je peux rendre ta vie encore plus misérable qu'elle ne l'est déjà. On se comprend ?» Nia le fixa du regard. Cet homme qu'elle avait autrefois aimé, cet homme en qui elle avait autrefois cru, et elle réalisa qu'elle ne l'avait jamais vraiment connu. Le Darius qu'elle avait épousé n'était qu'un masque, tout comme celui qu'il portait devant ses invités. C'était là son vrai visage, cruel, calculateur, sans cœur. « Oui, » murmura-t-elle, « je comprends. » « Bien. » Darius redressa sa veste de smoking, lissa ses cheveux. Le masque se remit en place. « Maintenant, retourne au travail. » Il s'éloigna, laissant Nia seule dans le couloir, le cœur battant à tout rompre et les mains tremblantes. Mais quelque chose avait changé. Alors que Darius s'éloignait et que le bruit de ses pas s'estompait, Nia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas de la capitulation. Ce n'était pas de l'acceptation. C'était tout autre chose. C'était de la rage, une rage pure et brûlante qui avait pris naissance dans son ventre et s'était propagée dans tout son corps comme un feu. Cet homme lui avait tout pris, son mariage, sa stabilité, son espoir, sa dignité. Il avait abandonné son propre enfant. Et maintenant, il l'avait amené ici, dans cet endroit, pour l'humilier une fois de plus, simplement parce qu'il en avait le pouvoir. Et elle l'avait laissé faire. Elle l'avait accepté. Elle avait dit « Oui, Monsieur King », et elle l'avait laissé la traiter comme si elle n'était rien. Mais debout seule dans ce couloir, avec son bébé qui donnait des coups dans son ventre comme pour lui dire « Maman, nous méritons mieux que ça », Nia prit une décision. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Elle n'avait pas de plan, mais elle savait avec une certitude absolue qu'elle ne laisserait pas Darius King avoir le dernier mot. Pas ce soir, plus jamais. Elle retourna dans la salle de bal, la tête haute, les yeux secs, et quelque chose de dangereux brûlant dans sa poitrine. À 20h30, l'organisateur du mariage, un homme noir d'une 40aine d'années, vêtu avec soin, rassembla tous les serveurs près de l'entrée de la cuisine. « Bon, tout le monde, écoutez-moi, » dit-il. Son badge indiquait « Malak Johnson, coordinateur d'événements ». Il avait le regard perçant, du genre à ne rien manquer. Au bout d'environ 30 minutes, pendant la réception, M. King demanda un moment spécial. Nous allons faire venir certains membres du personnel pour honorer les personnes qui servent. Ce sera une belle occasion de prendre des photos, très élégantes. Je vous appellerai quand ce sera le moment. Venez simplement devant, souriez, acceptez les applaudissements et reculez. C'est simple, compris. Les autres serveurs acquiescèrent, ravis de cette reconnaissance. Mais Nia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ça y était, c'était ce que Darius avait prévu. Quelle que soit l'humiliation qu'il avait préparée, c'était le moment. Elle regarda à travers la salle de bal et vit Darius qui l'observait avec ce même sourire froid. Il savait qu'elle avait compris, et il s'en moquait. Dorothy remarqua l'expression de Nia. « Ça va, ma chérie? Tu es pâle ?» « Je vais bien, » répondit Nia machinalement, mais sa main s'était posée sur son ventre, protectrice et effrayée. À 21h, la cérémonie de mariage commença. Tous les serveurs devaient se tenir debout à l'arrière de la salle de bal, silencieux et immobiles, pendant que les 300 invités prenaient place. Nia se tenait debout avec son plateau vide, les pieds endoloris, le dos en feu, regardant Darius et Alana prendre place à l'avant. Le célébrant, un homme noir âgé à la voix chaleureuse, commença à parler d'amour, d'engagement et de partenariat, de 2 personnes qui ne font plus qu'un, de promesses qui dureront toute une vie. Et Nia devait rester là, debout, à regarder son ex-mari, le père de son enfant à naître, réciter des vœux qu'il ne lui avait jamais faits. « Je promets de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments.
dit Darius en regardant Alana dans les yeux avec une sincérité parfaite. « Je promets de rester à tes côtés, de te soutenir, de ne jamais t'abandonner, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons. Des mensonges, tous des mensonges, de beaux mensonges bien ficelés. » La voix d'Alana tremblait d'émotion lorsque ce fut son tour. « Je promets d'être ta partenaire, ta meilleure amie, ta plus grande supportrice. Je promets de construire une vie avec toi, de grandir avec toi, de t'aimer pour toujours. » Elle pensait chaque mot. Nia pouvait l'entendre dans sa voix. Alana marchait droit dans un piège et elle n'en avait aucune idée. Lorsque le célébrant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Darius a pris Alana dans ses bras et l'a embrassée sous les applaudissements de 300 personnes. Nia a senti une larme couler sur sa joue malgré tous ses efforts pour la retenir. Sa main reposait sur son ventre et elle sentait son bébé donner des coups, comme si même l'enfant en elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas à ce moment-là. Les jeunes mariés remontèrent l'allée rayonnant et la salle de bal éclata en acclamations. Le groupe commença à jouer, les serveurs se précipitèrent avec le premier plat du dîner. La fête avait officiellement commencé. Et Nia savait que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'humiliation que Darius avait prévue, elle était sur le point de se produire. La réception s'est déroulée comme une performance parfaitement chorégraphiée. 7 plats, qui coûtaient probablement plus cher par assiette que ce que Nia a dépensé en courses alimentaires en un mois. Des discours des partenaires commerciaux de Darius sur son succès et sa vision. Un toast au couple heureux, de la danse, des rires. Tout était parfait, élégant et coûteux. Nia servait les boissons, débarrassait les assiettes et essayait de se rendre invisible, comme Darius le lui avait demandé, mais elle sentait son regard posé sur elle tout au long de la soirée, observant, attendant. À 22h15, Malik, l'organisateur du mariage, a tapoté le micro à l'avant de la salle. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? Le marié aimerait dire quelques mots. » Darius se leva, micro à la main, l'air d'un PDG couronné de succès. La salle se tut. « Tout d'abord, merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer avec moi et ma magnifique épouse. » Il regarda Alana et les invités avec un air étrange mais approprié. « Cette journée a vraiment été parfaite. Mais je voudrais prendre un moment pour remercier les personnes qui ont rendu cette soirée possible. Les personnes qui nous servent avec tant de gentillesse et qui travaillent dans les coulisses pour créer la magie. » Il fit un geste vers les serveurs debout le long des murs. « Pourriez-vous tous vous approcher ?» Les serveurs se regardèrent, surpris mais ravis. Un par un, ils s'avancèrent vers l'avant de la salle. Nia ne bougea pas. Tous ses instincts lui criaient « danger », mais Malik lui faisait signe spécifiquement. « Vous deux, mesdemoiselles, venez ici. » Elle n'avait pas le choix. Lentement, comme si elle marchait vers son exécution, Nia se fraya un chemin à travers la foule vers l'avant de la salle de bal. Les autres serveurs se tenaient en ligne, souriant, appréciant clairement cette reconnaissance. Mais Nia se tenait légèrement à l'écart, les mains jointes sur son ventre, le cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Applaudissons-les », dit Darius, et les invités applaudirent poliment. Puis son regard se posa sur Nia dans la rangée. Son sourire ne faiblit pas. « Vous savez, c'est intéressant », poursuivit-il d'une voix conversationnelle. « Certaines personnes passent leur vie à servir, d'autres passant leur vie à essayer d'être ce qu'elles ne sont pas, à essayer d'atteindre des choses qui sont au-dessus de leurs conditions. » Nia sentit l'énergie de la pièce changer. Les invités commençaient à sentir qu'il ne s'agissait plus seulement d'un discours de remerciement. Certaines personnes, poursuivit Darius, ne connaissent pas leur place. Elles ne comprennent pas que certaines salles, certains cercles, certains niveaux de la société ne sont pas destinés à tout le monde. Il se mit à marcher vers la file des serveurs. Vers Nia. « Prenez cette serveuse par exemple, dit-il en la pointant du doigt. Le sang de Nia se glaça. « Viens ici, dit Darius en lui faisant signe d'avancer. Elle ne bougea pas. « J'ai dit, viens ici, répéta-t-il. Et cette fois, sa voix était ferme. Nia fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se retrouver face à lui devant 300 personnes. Puis Darius fit quelque chose qui allait tout changer. Il fit un geste derrière elle, si subtil que les invités ne purent le voir. Un autre serveur, auquel Nia n'avait jamais parlé, trébucha soudainement et heurta Nia par derrière. Le petit verre d'osso que Nia tenait dans ses mains s'envola et se renversa sur le devant de son uniforme. Des cris étouffés remplirent la pièce. Nia baissa les yeux vers l'eau qui se répandait sur elle, faisant coller le tissu à son ventre de femme enceinte, rendant sa grossesse soudainement impossible à cacher ou à ignorer. « Oh non !» dit Darius, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. « Quel désastre! Laissez-moi vous aider !» Et avant que Nia n'ait pu réagir, avant qu'elle n'ait pu reculer ou se protéger, Darius tendit la main et attrapa le devant de sa robe. « Voilà ce qui arrive !» dit-il dans le micro, la voix soudainement dure et cruelle. Quand on traîne son passé dans son avenir, puis devant 300 personnes, devant les caméras, les téléphones et les témoins, Darius King déchira la robe de Nia.
Le tissu se déchira dans un bruit qui sembla résonner dans la salle de bal silencieuse. Les boutons volèrent. La robe s'ouvrit, exposant complètement son ventre, la laissant debout, vêtue uniquement de son soutien-gorge et de ses vêtements déchirés, sa grossesse exposée aux yeux de tous. La salle de bal explosa. Halètements, des cris. Les téléphones ont immédiatement été sortis. Des dizaines d'entre eux ont commencé à filmer. Les flashs des appareils photo ont crépité comme des éclairs. Nia est restée figée, un bras croisé sur sa poitrine, l'autre main couvrant instinctivement son ventre. Des morceaux de tissu déchirés pendant à ses épaules. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi humiliée, aussi complètement détruite de toute sa vie. Pendant un instant, un seul instant terrible, elle était exactement ce que Darius avait voulu qu'elle soit. Brisée, honteuse, vaincue. L'ancienne Nia, celle d'il y a 4 jours, aurait pris la fuite. Elle aurait pleuré, s'enfuirait et laissé l'humiliation l'écraser complètement. Mais debout là, à moitié nue et humiliée devant 300 inconnus, Nia ressentit quelque chose d'inattendu. Elle sentit son bébé donner un coup de pied fort et solide, comme si sa fille lui disait « Maman, lève-toi, maman, basse-toi ». Et tout a changé. Nia a pris une inspiration puis une autre. Ses mains sont restées sur son ventre, protectrices et féroces. Elle a levé les yeux, non pas vers Darius, mais vers les invités, les caméras, les témoins, et au lieu de s'enfuir, au lieu de pleurer, au lieu de donner à Darius la victoire totale qu'il voulait, Nia Brooks a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle s'est redressée. Elle a levé le menton et est restée là où elle était. La salle est devenue complètement silencieuse. Même Darius semblait surpris. Il s'attendait à ce qu'elle s'enfuie en larmes. Cela devait être son moment de triomphe total. Mais Nia ne bougeait pas. Elle respirait difficilement, les larmes coulaient sur son visage, mais elle était toujours debout, toujours là, refusant toujours de disparaître. Et dans ce moment de silence, sous le regard de tous, avec des dizaines de téléphones qui enregistraient, Nia fit un choix qui allait tout changer. Elle regarda Darius. Puis elle regarda le micro qu'il tenait toujours dans sa main. Et sans demander la permission, sans attendre d'approbation, Nia tendit la main et le lui prit. Et sans demander la permission, sans attendre d'approbation, Nia tendit la main et lui prit le micro. Darius était tellement choqué qu'il le lâcha. Il resta bouche bée, toute la salle de bal semblait retenir son souffle. Le groupe avait arrêté de jouer. Les serveurs étaient figés. Les 300 invités étaient assis dans un silence absolu. Le téléphone continuait d'enregistrer. Tous les regards étaient rivés sur la femme enceinte aux vêtements déchirés qui se tenait devant le mariage le plus cher auquel ils aient jamais assisté. Nia baissa les yeux vers le micro qu'elle tenait dans sa main tremblante. Elle pouvait s'enfuir maintenant. Elle pouvait encore le laisser tomber et s'enfuir. Elle pouvait laisser Darius gagner. Mais elle sentit alors un autre coup de pied de son bébé et se souvint des paroles de Tasha. « Ne le laisse pas contrôler ta dépression ». Nia porta le micro à ses lèvres. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était calme. Mais dans la salle de bal silencieuse, tout le monde entendit chaque mot. « Puisque je suis déjà exposée, dit-elle, et sa voix se brisa mais ne se coupa pas. Laisse-moi te dire ce qu'il a oublié de mentionner. Donne-moi ça, siffla Darius en tendant la main vers le micro. Mais Nia recula et Dorothy, la serveuse plus âgée, se plaça soudainement à côté d'elle, bloquant Darius avec son corps. Puis une autre serveuse la rejoignit, puis une autre, créant une barrière entre Nia et l'homme qui avait tenté de la détruire. « Je m'appelle Nia Brooks », a-t-elle poursuivi. Et maintenant, sa voix était plus forte. Et il y a 3 ans, j'étais mariée à Darius King. La salle de bal a éclaté en chuchotements choqués. Alana a porté la main à sa bouche. Les invités se sont tournés, les uns vers les autres, confus et captivés. J'étais mariée avec lui quand il n'était personne, quand son entreprise n'était qu'une idée. Je cumulais 2 emplois, parfois 3, pour qu'il puisse quitter son travail et réaliser son rêve. J'ai cru en lui alors que personne d'autre ne le faisait. J'ai tout sacrifié pour lui. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Nia, mais sa voix restait ferme. Et puis je suis tombée enceinte. Et savez-vous ce qu'a fait cet homme qui vient de jurer d'aimer et d'honorer sa femme? Elle fit une pause, regardant Darius droit dans les yeux. Son visage était passé de suffisant à pâle, puis rouge de rage. Il m'a quitté. Il m'a traité de « hood baggage », fille de mauvaise vie. Il a dit que je ruinerais son image, il m'a proposé de l'argent pour avorter. Et quand j'ai refusé, il est parti sans se retourner. « Elle ment », a crié Darius. « C'est une ex-folle qui n'arrive pas à tourner la page. Sécurité !» Mais personne n'est venu. Tout le monde était trop stupéfait pour bouger. Je suis enceinte de 6 mois de son enfant. Continua Nia, une main posée sur son ventre dénudé. Je vis dans un studio, je fais tous les petits boulots que je trouve, j'arrive à peine à me nourrir. Et cet homme, ce PDG à succès, a fait en sorte que je sois embauché ce soir. Il m'a spécifiquement demandé. Il voulait que je sois là pour pouvoir m'humilier devant vous tous. Il voulait que je voie à quel point il était monté haut et à quel point j'étais tombé bas.
Elle regarda les invités autour d'elle. Il voulait que vous le voyiez tous aussi, pour être témoin de sa victoire finale sur la femme qu'il avait rejetée. Alana se leva de sa place à la table d'honneur, le visage baigné de larmes, les mains tremblantes. « Darius, dit-elle, la voix brisée. Dis-moi qu'elle ment, dis-moi qu'elle ment. Chérie, elle est folle. C'est Darius qui a commencé. » Mais alors, quelque chose que personne n'avait prévu, pas même Nia, s'est produit. Les écrans géants situés de part et d'autre de la salle de bal, ceux qui avaient diffusé de magnifiques photos de Darius et Alana tout au long de la soirée, se sont soudainement mis à clignoter et de nouvelles images sont apparues. Des SMS, des captures d'écran successives de SMS échangées entre Darius et Nia il y a 6 mois. « Darius, tu dois t'en débarrasser. Je paierai pour tout. Nia, c'est notre bébé. » Comment peux-tu dire ça? Darius, ce n'est pas un bébé, c'est une erreur et ça va ruiner tout ce que j'ai construit. Nia, je n'arrive pas à croire que tu dises ça, c'est ton enfant. Darius, non, c'est ton problème. Tu ne vas pas me tirer vers le bas avec ta mentalité de ghetto. J'en ai fini. Les exclamations dans la pièce se faisaient de plus en plus fortes. Les téléphones enregistraient tout. Les écrans continuaient de défiler, encore plus de messages, encore plus de cruauté, encore plus de preuves. Darius, tu n'as jamais été assez bien pour où je vais. J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à mon monde. Tu n'es qu'un voyou qui a eu de la chance pendant quelques années. Alana se couvrit la bouche de la main, les yeux écarquillés d'horreur et de choc. Mais les écrans n'en avaient pas fini. À présent, c'était l'audio qui passait. Un message vocal. La voix de Darius remplissait la salle de bal grâce au système audio. « Nia, arrête de m'appeler. Oui, le bébé est de moi. Oui, je le sais. Mais je ne vais pas laisser un problème professionnel détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Débrouille-toi toute seule. Efface mon numéro. » La salle de bal était désormais en proie au chaos. Les invités criaient, enregistraient, diffusaient en direct. Les investisseurs et les partenaires commerciaux étaient assis, l'air choqué. Les leaders communautaires se levaient, secouant la tête. Nia se tenait à l'avant, toujours le micro à la main, fixant les écrans, sous le choc. Elle avait vu de la drôle, elle n'avait pas fait ça. Elle ne savait pas comment cela avait pu arriver. Puis elle l'aperçut, Malik, l'organisateur du mariage, debout près de la cabine audiovisuelle à l'arrière, les bras croisés, observant tout avec un air satisfait. Plus tôt dans la journée, lorsque Darius avait acculé Nia dans le couloir et l'avait menacée, Malik était à proximité. Il avait tout entendu. Et contrairement aux autres membres du personnel, contrairement aux invités qui ne voyaient que l'apparence soignée de Darius, Malik avait reconnu la cruauté qui se cachait derrière. Il avait fait un choix. Il avait demandé discrètement à Nia, pendant un bref moment où elle se trouvait près de la zone de service, si elle avait des preuves du comportement de Darius, n'importe quoi. Nia lui avait montré son téléphone, l'ancien SMS qu'elle n'avait jamais pu supprimer. Les messages vocaux qu'elle avait conservés parce qu'une partie d'elle pensait qu'elle pourrait en avoir besoin un jour pour les audiences relatives à la pension alimentaire. Malik avait tout téléchargé sur le système audiovisuel de la salle, au cas où Nia aurait besoin de preuves, au cas où la vérité devrait être révélée. Et maintenant, alors que Darius essayait de crier plus fort que le son, essayait de prétendre que c'était faux, essayait de reprendre le contrôle, les preuves étaient diffusées sur un écran si grand que tout le monde dans la salle de bal pouvait voir et entendre exactement quel genre d'homme il était vraiment. « Éteignez ça !» cria Darius à la cabine audiovisuelle. « Éteignez ça tout de suite !» Mais le technicien, un jeune homme noir qui avait tout regardé avec une colère grandissante, prit son temps, juste assez longtemps pour que tout le monde puisse tout voir, juste assez longtemps pour que la vérité soit indéniable. Lorsque les écrans finirent par s'éteindre, le mal était fait. Darius se tenait au centre de son mariage détruit, son image parfaite, réduite en 1000 morceaux. Alors que 300 invités le regardaient avec dégoût et déception, Alana se mit en mouvement. Elle descendit lentement de la table d'honneur, sa robe de mariée traînant derrière elle, son maquillage coulant de larmes. Tous les regards dans la salle la suivirent. Elle passa devant Darius sans le regarder. Elle se dirigea droit vers Nia. Et dans un moment qui allait être capturé par des dizaines de téléphones et rejoué des millions de fois au cours des jours suivants, Alana Pierce retira sa cape de mariée. Cette magnifique pièce de soie et de dentelle qui avait coûté des milliers de dollars, et l'enroula autour des épaules de Nia, couvrant ses vêtements déchirés. « Je suis tellement désolée, » murmura Alana, la voix brisée. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir su. Je suis tellement désolée que tu aies dû subir tout ça. » Nia la fixa du regard, cette femme qu'elle s'était préparée à détester, cette femme qui lui avait semblé être l'ennemi et qui ne lui montrait que de la gentillesse et un remords sincère. « Vous ne saviez pas ?» murmura Nia en retour. « Il vous a trompé aussi. » Alana acquiesça, les larmes coulant librement à présent. Puis elle se tourna vers Darius.
Toute la salle de bal regarda Alanna Pierce, influenceuse Instagram, mondaine, la femme qui était censée devenir Madame Darius King, se baisser et retirer son énorme bague de fiançailles en diamant. « Je préfère rester célibataire », dit-elle d'une voix claire et forte malgré ses larmes, « plutôt que d'épouser un lâche. » Et elle jeta la bague. Elle frappa Darius à la poitrine et tomba sur le sol avec un petit bruit final qui sembla incroyablement fort dans la salle de bal silencieuse. Puis Alanna se retourna, prit la main de Nia et ensemble, elles se dirigèrent vers la sortie. Les invités s'écartèrent comme la mer Rouge, leur laissant passer. Certains filmaient, d'autres pleuraient, d'autres encore applaudissaient. Des applaudissements lents qui devinrent de plus en plus forts jusqu'à résonner dans toute la salle de bal. « Alanna !» cria Darius. « Alanna, ne t'avise pas de me quitter. Sais-tu ce que tu es en train de gâcher ?» Mais Alanna ne s'arrêta pas. Elle ne se retourna pas. Elle continua simplement à marcher, tenant la main de Nia, sa traîne de mariée flottant derrière elle comme une cape. Elles étaient presque arrivées à la sortie lorsqu'une voix retentit dans la foule. « Monsieur King !» Tout le monde se retourna. Une femme noire âgée, élégante dans une robe violette, les cheveux parfaitement coiffés, se leva de sa table. Elle avait le genre de présence qui imposait le respect, le genre d'autorité qui fit même taire Darius. « Juge Simone Carter !» dit-elle en se présentant à l'assemblée. « Je suis restée assise ici à regarder cette parodie se dérouler et je tiens à clarifier quelque chose. » Elle regarda Darius droit dans les yeux avec ce regard cinglant qui avait probablement fait plier des criminels dans sa salle d'audience pendant des décennies. « En vertu des lois de cet État, Monsieur King, votre enfant a droit à une pension alimentaire, que cela vous plaise ou non. Cette jeune femme et son bébé ont des droits légaux. Et je peux vous assurer qu'après ce dont j'ai été témoin ce soir, après ce dont tout le monde ici a été témoin et a enregistré, vous remplirez vos obligations. Je m'en assurerai personnellement. » D'autres voix se joignirent à la sienne. Des partenaires commerciaux se levèrent en secouant la tête. Un homme vêtu d'un costume coûteux, manifestement un investisseur, prit la parole d'une voix forte. « Darius, je pense que nous devons avoir une conversation au sujet de votre position au sein de notre entreprise. Ce comportement est tout à fait inacceptable. » Une autre voix s'éleva. « Le conseil d'administration de King Financial tiendra une réunion d'urgence dès lundi matin. » Une femme qui était assise à une table bien en vue. « Je veux que vous soyez immédiatement démis de vos fonctions au sein du conseil d'administration de l'hôpital pour enfants. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un comme vous pour représenter notre organisation. » Les personnes venues célébrer Darius le condamnaient, désormais les unes après les autres. Son image parfaite, sa réputation soigneusement construite, toute sa personnalité publique s'effondrait en temps réel. Voici la traduction en suivant la structure du texte original. Darius se tenait au centre de tout cela, le visage rouge, les mains tremblant de rage et d'humiliation, regardant son monde s'effondrer. À la sortie, Nia s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Elle le vit debout là, seul, abandonné par sa mariée, condamné par ses invités, son mariage en ruine autour de lui. Et elle ne ressentit aucune satisfaction, aucune joie dans sa souffrance, juste un sentiment tranquille de quelque chose qui changeait, quelque chose de lourd qui se soulevait de sa poitrine. Elle tendit le micro à un serveur proche, resserra la cape de mariée d'Alanna autour de ses épaules et sortit du grand marquet hôtel, la tête haute. Dorothy, la gentille serveuse plus âgée, les suivit avec plusieurs autres membres du personnel qui avaient été émus par ce dont ils avaient été témoins. Dehors, l'air frais de novembre avait un goût de liberté. Tasha attendait à l'entrée du personnel. Elle était venue chercher Nia, ne sachant pas ce qui s'était passé à l'intérieur. Quand elle vit Nia dans une cape de mariée avec des vêtements déchirés en dessous, des larmes coulant sur son visage et une belle femme noire en robe de mariée lui tenant la main, la bouche de Tasha s'ouvrit de stupeur. « Meuf !» dit lentement Tasha. « Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, tête bordel ?» Et pour la première fois en 6 mois, Nia Brooks rit. Cela commença comme un petit son, presque un sanglot, mais ensuite cela grandit en un vrai rire, le genre qui vient de la libération de quelque chose qui a été retenu trop fort pendant trop longtemps. « Je te raconterai tout, » dit Nia. « Mais d'abord, pouvons-nous juste partir d'ici ? Venez chez moi, » dit soudainement Alanna. « Toutes les deux, toutes les deux, s'il vous plaît. C'est tout prêt, et c'est sûr, et je ne veux pas être seule en ce moment. » Tasha regarda Nia, les sourcils levés dans une question silencieuse. Nia hocha la tête. « D'accord alors, » dit Tasha. « Sortons-vous d'ici, mesdames, avant que les médias n'arrivent. » Mais il était déjà trop tard pour cela. Au moment où elles montèrent dans la voiture de Tasha, les premiers clips avaient déjà atteint Twitter. Au moment où elles atteignirent l'appartement d'Alanna dans un immeuble de luxe au centre-ville, les hashtags étaient en tendance. HR King Wedding Disaster at Darius King Exposed. Tasha's pregnant ex-wife. En moins de 2 heures, les vidéos avaient été vues des millions de fois.
En moins de 4 heures, les médias reprenaient l'histoire. En moins de 6 heures, le visage de Darius King était sur tous les sites de potins, toutes les plateformes de médias sociaux, tous les fils d'actualité. Mais Nia, Alana et Tasha ne voyaient encore rien de tout cela. Elles étaient assises dans le salon d'Alana, un appartement si beau qu'il semblait appartenir à un magazine, buvant du thé et reconstituant ce qui s'était passé. « J'aurais dû le voir », dit Alana, toujours dans sa robe de mariée. Du mascara coulait sur son visage. Il y avait des signes, des petites choses, la façon dont il parlait des gens qui étaient en dessous de lui, la façon dont il était obsédé par l'image, mais je pensais que j'étais spécial. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Il est doué pour faire croire cela aux gens, dit doucement Nia. J'y ai cru aussi autrefois. Combien de temps avez-vous été ensemble ? Demanda Alana. 5 ans au total, mariés pendant 2 ans. Alana secoua la tête. Et il est juste parti. Quand tu es tombée enceinte 2 semaines après que je lui ai dit il n'a même pas essayé de faire en sorte que ça marche. Il est juste parti comme si toute notre relation ne signifiait rien. Elles restèrent assises en silence un moment, puis Alana se pencha et prit la main de Nia. « Je suis contente que tu aies été là ce soir, dit-elle. Ce soir, dit-elle. Je sais que ça semble fou, je sais que tu ne voulais pas être là, que c'était terrible, humiliant et cruel, mais si tu n'avais pas été là, je l'aurais épousé. Je me serais lié légalement à un homme capable de faire une chose pareille à un autre être humain. Tu m'as sauvé. » Nia n'y avait pas pensé de cette façon. Elle avait été si concentrée sur sa propre douleur, sa propre humiliation, qu'elle n'avait pas envisagé que peut-être, d'une manière étrange, ce qui s'était passé ce soir les avait sauvées toutes les deux. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, » dit Nia. Finalement, vers minuit, le téléphone de Tasha commença à vibrer sans arrêt. Puis celui d'Alana, puis même le vieux téléphone de Nia qui fonctionnait à peine. « Yaron-y-a-tu-hanté à peine ?»« Vous devez voir ça !» dit Tasha en tournant son téléphone. L'écran affichait Twitter et le visage de Nia était partout. Des vidéos d'elle prenant le micro, des vidéos de Darius déchirant ses vêtements, des vidéos des SMS sur les écrans, des vidéos d'Alana lui donnant la cape de mariée et sortant. Les gros titres étaient explosifs. Le mariage du PDG implose après qu'il a humilié publiquement son ex-femme enceinte. Excellence noire ou méchant noir. La chute de Darius King. La mariée part après que le marié a révélé son vrai visage. Les sections de commentaires étaient remplies de soutien pour Nia et Alana. Une condamnation absolue pour Darius. Il est dégoûtant. Imaginez abandonner votre femme enceinte et ensuite essayer de l'humilier publiquement. La façon dont elle a pris ce micro et a dit sa vérité, c'est de la force. Et la mariée qui sort et lui donne la cape, c'est de la sororité. J'espère qu'elle lui prendra tout en pension alimentaire. Mais il y avait aussi des offres pratiques, des gens demandant comment ils pouvaient aider Nia. Des femmes partageant des ressources pour les mères enceintes, des avocats offrant des services pro bono. Même quelques gens d'affaires suggérant que Nia devrait raconter son histoire publiquement, qu'il y avait du pouvoir dans sa voix. « C'est insensé », chuchota Nia en faisant défiler son téléphone. « Je suis en tendance. Nous sommes toutes en tendance. » « Bienvenue sur Internet », dit Alana avec un sourire triste, où les gens deviennent célèbres du jour au lendemain, pour les meilleures comme pour les pires raisons. Cette nuit-là, Nia dormit dans la chambre d'amis d'Alana, dans le lit le plus doux qu'elle ait senti depuis des années, portant des vêtements empruntés qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Tasha dormit sur le canapé, refusant de laisser l'une ou l'autre seule. Et à l'autre bout de la ville, dans son loft vide, Darius King était assis dans le noir, faisant défiler son téléphone, regardant sa vie s'effondrer, une vidéo virale à la fois. Dimanche matin, Nia se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux coûteux et l'odeur du bacon en train de cuire. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis tout lui revint, le mariage, l'humiliation, le micro, la vérité. Elle en entra dans la cuisine pour trouver Alana en train de préparer le petit déjeuner. Toujours en pantalon de jogging, le visage sans maquillage, semblant plus réelle et humaine qu'elle ne l'avait été à tout moment la veille. « Bonjour », dit Alana. « J'ai fait trop de nourriture. Cuisine de stress. J'espère que tu as faim. » Pendant le petit déjeuner, avec Tasha désormais réveillée et réclamant du café, elles parlèrent de la suite. « La presse va être implacable », prévint Alana. « J'ai déjà géré ça avant, à plus petite échelle, mais quand même, ils vont vouloir des interviews, des déclarations, des photos. Tu dois décider avec quoi tu es à l'aise. » « Je ne sais pas avec quoi je suis à l'aise. » admit Nia. « Je voulais juste survivre. Je voulais juste payer mon loyer. Je n'ai jamais voulu toute cette attention. »« Mais tu l'as maintenant, » dit Tasha, toujours pragmatique. « La question est, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Avant que Nia ne puisse répondre, le téléphone d'Alana sonna. Elle regarda l'écran et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est la juge Carter d'hier soir. » Elle répondit sur haut-parleur. « Bonjour, Mademoiselle Pierce, Mademoiselle Brooks, j'espère que je n'appelle pas trop tôt. »
La voix autoritaire de la juge Simone Carter remplit la cuisine. « Je voulais vous contacter tant que tout est encore frais. Mademoiselle Brooks, j'aimerais vous offrir une assistance juridique, pro bono. J'ai des contacts avec d'excellents avocats en droit de la famille qui seraient honorés de vous aider à demander une pension alimentaire et, si vous le choisissez, à poursuivre une affaire pour préjudice moral et harcèlement. » La main de Nia alla vers son ventre. « Je n'ai pas d'argent pour des avocats. J'ai dit pro bono, ma chère. Cela signifie gratuit. Après ce dont j'ai été témoin hier soir, après ce dont le monde entier a maintenant été témoin, je pense qu'il est important que vous ayez le soutien juridique dont vous avez besoin. Allez-vous y réfléchir ?» Nia regarda Tasha puis Alana. Les deux hochèrent la tête de manière encourageante. « Oui, dit Nia. Oui, je serai reconnaissante pour cette aide. Excellent. Je demanderai à mon collègue de vous contacter demain pour fixer un rendez-vous. Et Mademoiselle Brooks, encore une chose. Ce que vous avez fait hier soir a demandé un courage immense. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. » Une fois l'appel terminé, elles restèrent assises en silence un moment. « Les choses changent vraiment, n'est-ce pas ?» dit doucement Nia. « Ouais, dit Tasha. Elles changent vraiment. » Au cours des jours suivants, l'histoire explosa au-delà de tout ce que l'une d'entre elles aurait pu imaginer. Les grands médias s'en emparèrent. Les talk-shows en discutèrent. Les réseaux sociaux ne pouvaient s'arrêter d'en parler. Les hashtags proliférèrent. Ieka Justice, Fornia, Yaj Darius Cancelled, Yaj Bridal Cape, Yaj Sisterhood, et les conséquences pour Darius furent rapides et brutales. Dès lundi matin, son conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Lundi après-midi, il avait été mis en congé temporaire de sa propre entreprise en attendant une enquête sur sa conduite. Dès mardi, 3 investisseurs majeurs avaient retiré leur financement de King Financial Technologies, effrayés par la terrible publicité et la possibilité que le jugement de Darius soit trop défaillant pour qu'on lui confie leur argent. Dès mercredi, Darius avait perdu son poste au sein de 2 conseils d'administration caritatifs et avait été désinvité d'une conférence technologique majeure où il devait être l'orateur principal. Ses comptes de réseaux sociaux, autrefois remplis de commentaires admiratifs, étaient maintenant inondés de critiques si dures qu'il arrêta de lire et finit par tout passer en privé. Pendant ce temps, la vie de Nia changeait d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. La collègue de la juge Carter, une avocate féroce en droit de la famille nommée Patricia Morrison, prit son dossier immédiatement. Elles firent une demande de pension alimentaire avec des montagnes de preuves, y compris toutes les vidéos virales et les SMS. Patricia assura à Nia que Darius paierait une pension mensuelle substantielle et probablement des arriérés également. Mais plus que cela, des opportunités commencèrent à arriver. Un producteur d'un podcast appelé Truth Tellers la contacta, voulant entendre toute l'histoire de Nia. Pas la version des potins, mais la vraie histoire de la lutte en tant que femme enceinte, de l'abandon, de la découverte de la force. Un agent littéraire envoya un email suggérant que l'histoire de Nia pourrait être transformée en mémoire qui pourrait aider d'autres femmes dans des situations similaires. Les chaînes d'information locales voulaient des interviews. Les émissions matinales nationales lançaient des invitations. Et le plus surprenant, des femmes commencèrent à prendre contact. Des douzaines au début, puis des centaines, puis des milliers de femmes qui avaient été abandonnées pendant leur grossesse, ou maltraitées par des partenaires, ou piégées dans des situations où des hommes puissants utilisaient leurs ressources pour leur faire du mal de Bill. « Tu devrais lire certains de ces messages », dit Tasha un soir, faisant défiler les emails de Nia sur l'ordinateur portable qu'Alana lui avait prêté. « Ces femmes ouvrent leur cœur. Elles disent que tu leur as donné du courage, que de te voir te lever leur a fait réaliser qu'elles pouvaient se lever aussi. » Nia était assise sur le canapé d'Alana, sa main sur son ventre comme toujours, lisant message après message. Des histoires qui lui brisaient le cœur, des histoires qui la mettaient en colère, des histoires qui lui rappelaient qu'elle n'était pas seule. « Je veux les aider, » dit-elle doucement. « Je ne sais pas comment, mais je veux faire quelque chose. »« Alors faisons quelque chose, » dit Alana. Elle était restée dans son appartement et évitant elle-même les médias, gérant ses propres retombées du mariage détruit. Mais elle avait aussi réfléchi. « J'ai une plateforme, tu as une histoire. À nous deux, nous pourrions vraiment faire une différence. » Au cours de la semaine suivante, travaillant ensemble, Nia et Alana créèrent quelque chose de nouveau. Un site web, un réseau de soutien, un espace pour les femmes qui avaient été abandonnées pendant la grossesse, qui luttaient seules, qui avaient besoin de ressources, de communauté et d'espoir. Elles l'appelèrent Rising Mothers. Alana utilisa sa portée sur les réseaux sociaux pour faire passer le mot. Nia fit sa première interview publique, un podcast où elle raconta son histoire en entier sans rien retenir. L'épisode fut téléchargé plus d'1 million de fois la première semaine.
Les dons commencèrent à affluer, de petits montants de gens ordinaires, de plus gros montants d'organisations qui soutenaient les femmes en crise. Des avocats offrirent de leur temps bénévolement, des thérapeutes offrirent des séances de conseils gratuites. Même des entreprises prirent contact pour offrir des opportunités d'emploi aux femmes enceintes qui étaient discriminées à l'embauche. Ce qui avait commencé comme un site web devint un mouvement. Et à travers tout cela, Nia sentait sa fille grandir en elle, donnant des coups plus forts chaque jour, comme pour dire « Maman, regarde ce qu'on construit ». Mais Darius n'avait pas encore fini. 3 semaines après le désastre du mariage, Nia reçut une lettre recommandée à l'appartement d'Alana où elle séjournait temporairement. C'étaient des avocats de Darius. Ils lui proposaient un règlement, un gros règlement, 200 000 $ en échange de son silence, pour signer un accord de confidentialité pour arrêter toutes les interviews, fermer Rising Mothers et ne plus jamais parler de lui. Nia s'assit avec la lettre entre les mains, fixant le chiffre 200 000 $. Plus d'argent qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. Assez pour avoir son propre appartement, un vrai appartement. Assez pour préparer l'arrivée du bébé, assez pour arrêter de s'inquiéter de l'argent pendant des années. Tout ce qu'elle avait à faire était de se taire. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Tasha. Nia y réfléchit, elle y réfléchit vraiment. Elle pensa aux factures qui attendaient toujours dans son ancien appartement, elle pensa à la peur avec laquelle elle avait vécu pendant des mois, elle pensa à quel point il serait facile de juste prendre l'argent et de disparaître. Mais ensuite, elle pensa aux messages qu'elle recevait, les femmes qui disaient qu'elle leur avait donné du courage. Les mères qui disaient que de la voir se lever leur avait fait croire qu'elle pouvait le faire aussi. Mais la communauté qu'elle construisait, le changement qu'elle commençait à opérer. « Non », dit fermement Nia, « je ne le prends pas. »« Es-tu sûr ?» demanda doucement Alana. « C'est beaucoup d'argent, Nia, et tu as besoin d'argent. Il n'y a aucune honte à prendre soin de toi et de ton bébé. »« Je sais, » dit Nia. « Mais si je prends cet argent et que je signe ce papier, je dis à chaque femme qui m'a contacté que le silence vaut plus que la vérité. Je dis à ma fille qu'on devrait se taire quand des hommes puissants vous offrent de l'argent. Et je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. » Le lendemain, Patricia Morrison envoya une réponse aux avocats de Darius. De Darius au nom de Nia. C'était simple et direct. Mademoiselle Brooks décline votre offre. Elle continuera d'exercer son droit du premier amendement à raconter son histoire. La procédure de pension alimentaire continuera comme prévu. Nous nous verrons au tribunal. Lorsque Darius reçut la réponse, il aurait jeté son téléphone à travers son bureau. 1 mois plus tard, Nia et Darius se firent face au tribunal des affaires familiales. Il était assis avec sa coûteuse équipe juridique, portant un costume qui coûtait des milliers de dollars, ayant tout l'air de l'homme d'affaires prospère malgré sa réputation ternie. Nia était assise avec Patricia Morrison et la juge Simone Carter qui était venue pour la soutenir, portant une simple robe de maternité qu'Alana lui avait achetée, enceinte de 8 mois maintenant et rayonnante malgré sa nervosité. La procédure fut rapide. Les preuves étaient accablantes. Les vidéos virales, les SMS, les propres mots enregistrés de Darius, ses tentatives de corrompre Nia pour obtenir son silence, que Patricia présenta comme preuve de sa mauvaise foi. La juge, une femme noire sévère dans la soixantaine, regarda Darius avec un dégoût à peine dissimulé. « Monsieur King, j'ai vu beaucoup de choses au cours de mes années sur ce siège, mais l'insensibilité dont vous avez fait preuve envers votre propre enfant et la mère de cet enfant est vraiment remarquable. Vous payerez une pension alimentaire d'un montant de 4 500 $ par mois, avec effet immédiat, ainsi que 20 000 $ d'arriérés pour les mois où vous n'avez rien fourni. Vous couvrirez également tous les frais médicaux liés à la naissance. Et Monsieur King, laissez-moi être très clair, si vous tentez d'intimider, de harceler ou d'interférer de quelque manière, que ce soit avec la vie de Mademoiselle Brooks ou son droit de parler de ses expériences, je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Comprenez-vous ? Oui, votre honneur, dit Darius entre ses dents serrées. Quand ils quittèrent le tribunal, des journalistes attendaient. Des caméras partout, des questions criées de toutes les directions. Patricia s'avança pour faire une brève déclaration, mais Nia lui toucha le bras. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-elle. Patricia hocha la tête et s'écarta. Nia se tint sur les marges du tribunal, enceinte de 8 mois, le soleil d'hiver brillant derrière elle, et elle s'adressa directement aux caméras. Aujourd'hui, le tribunal a reconnu ce qui aurait dû être évident dès le début, que ma fille mérite le soutien de ses 2 parents, que je mérite d'être traitée avec dignité et que la vérité compte plus que la réputation, l'argent ou le pouvoir. Elle marqua une pause, prenant une inspiration. À chaque femme qui regarde ceci et qui a été abandonnée, qui lutte seule, à qui on a dit de se taire ou d'avoir honte, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Votre histoire compte, votre vérité compte, et vous avez le droit de la dire, peu importe qui essaie de vous faire taire. Le clip passa sur toutes les chaînes d'information ce soir-là. Et Nia Brooks
La femme enceinte fauchée qui avait été embauchée pour servir des boissons au mariage de son ex-mari devint la voix de quelque chose de plus grand qu'elle-même. 2 semaines plus tard, par une froide nuit de décembre, Nia commença le travail. Tasha la conduisit à l'hôpital, brûlant les feux rouges et jurant contre la circulation. Alana les rejoignit là-bas, ayant annulé une réunion de partenariat de marque pour être présente. Et 12 heures plus tard, après la douleur et la peur, les poussées et les pleurs, et encore plus de douleur, Nia donna naissance à une petite fille. Elle était parfaite. 6 livres, 8 onces, 10 doigts, 10 orteils, une tête pleine de cheveux bouclés foncés et des yeux qui regardaient autour d'eux avec ce qui semblait être de la curiosité pour cet étrange nouveau monde. « Elle est magnifique !» chuchota Tasha, des larmes coulant sur son visage. « Elle est parfaite !» dit Alana en serrant la main de Nia. Et Nia, épuisée et submergée et plus amoureuse qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie, tint sa fille et chuchota « Ton nom est Imani. Cela signifie foi, parce que même quand je n'avais rien d'autre, j'avais la foi que tout irait bien. » Imani leva les yeux vers sa mère et émit un petit son. Et Nia sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Oh, le début de la guérison. Au cours de l'année suivante, la vie se transforma d'une manière que Nia n'aurait jamais pu imaginer. Rising Mothers passa d'un site web à une organisation complète avec des financements, des bénévoles et de véritables ressources pour aider les femmes en crise. Il fournissait une assistance juridique, une formation professionnelle, un soutien au logement et une communauté pour les femmes enceintes qui avaient été abandonnées ou maltraitées. Nia devint la directrice et la porte-parole de l'organisation, voyageant pour parler lors d'événements, apparaissant dans des panels, racontant son histoire encore et encore, pas parce qu'elle aimait revivre la douleur, mais parce qu'à chaque fois qu'elle la racontait, une autre femme trouvait le courage de raconter la sienne. Alana, qui avait initialement lutté avec sa propre honte et son embarras suite au désastre du mariage, devint la cofondatrice de Nia et la directrice de la sensibilisation de l'organisation. Elle utilisa sa plateforme d'influenceuse pour le bien, sensibilisant et levant des fonds, prouvant que la beauté et la richesse pouvaient être utilisées pour plus que de simples apparences. Et Tasha, la loyale Tasha, devint la responsable des opérations de Rising Mothers, utilisant son bon sens de la rue et son attitude pragmatique pour que tout fonctionne bien. Les paiements de pension alimentaire arrivaient chaque mois comme une horloge. Darius n'essaya jamais de voir Imani, ne demanda jamais de ses nouvelles, ne reconnut jamais son existence au-delà de l'obligation légale de payer. Et Nia réalisa qu'elle en était reconnaissante. Sa fille n'avait pas besoin d'un père qui la voyait comme un fardeau. Elle avait une mère qui la voyait comme une bénédiction et une communauté de personnes qui l'aimaient. L'entreprise de Darius ne s'en remit jamais complètement. Le scandale avait tout entaché. Les investisseurs restaient méfiants. Les clients allaient voir ailleurs. Finalement, King Financial Technologies fut discrètement absorbé par une plus grande entreprise et Darius King, autrefois le visage de l'excellence noire et du succès entrepreneurial, devint un exemple à ne pas suivre. Un rappel que le caractère compte plus que le charisme, que la façon dont on traite les gens en privé finit par devenir publique et que la cruauté a toujours des conséquences. 1 an après le désastre du mariage, Nia se tenait sur une scène dans un centre communautaire, parlant à une salle remplie de jeunes femmes noires, de résilience, de survie et du refus d'être réduite au silence. Dans le public, Alana était assise avec Imani, âgée d'1 an, sur ses genoux. Le bébé jouait avec le collier d'Alana, babillant joyeusement, complètement inconsciente que sa mère ait partagé leur histoire avec le monde. Tasha était assise à côté d'elle, enregistrant le discours sur son téléphone pour le poster sur les médias de Rising Mothers plus tard. Et au fond, prenant des notes et hochant la tête, se trouvait la juge Simone Carter, qui était devenue à la fois un mentor et une amie. « Je veux terminer par ceci », dit Nia, regardant les jeunes visages qui l'observaient si attentivement. « Il y a 1 an, j'étais au plus bas, fauchée, enceinte, seule et désespérée. Il y a 1 an, un homme que j'avais aimé autrefois a essayé de m'humilier devant des centaines de personnes parce qu'il pensait que cela prouverait son pouvoir. Il pensait que me démolir le rendrait plus grand. Il pensait qu'exposer ma pauvreté, ma grossesse et ma douleur me détruiraient. » Elle marqua une pause et sourit. « Mais voici ce qu'il n'a pas compris. Voici ce que quiconque essaie de vous faire taire, de vous faire honte ou de vous briser ne comprendra jamais. Quand quelqu'un essaie de vous ouvrir pour vous blesser, la lumière entre à travers les déchirures. La vérité entre, la force entre. Et parfois, si vous êtes assez courageuse pour rester dans ce moment d'exposition, au lieu de le fuir, vous découvrez que vous n'avez jamais été aussi brisé qu'il voulait vous le faire croire. » La salle éclata en applaudissements et Nia regarda tous ces visages, toutes ces jeunes femmes qui avaient leurs propres histoires de douleur et de survie. Et elle sentit le poids de l'année passée se soulever encore un peu plus.
Après l'événement, Nia, Alana et Tasha marchèrent dans les rues du soir avec Imani dans une poussette, se dirigeant vers l'appartement de Nia. Pas le studio où elle avait vécu pendant ces mois désespérés, mais un vrai appartement de 2 chambres dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. Rien d'extraordinaire, rien de semblable à l'immeuble de luxe d'Alana, mais solide et stable, et le leur. Tu sais ce qui est droit, ce qui est drôle, dit Alana alors qu'elle marchait. Il y a un an, je pensais savoir ce que je voulais, le mariage parfait, le mari prospère, la vie prête pour Instagram. Je pensais que c'était ça le bonheur. Et maintenant demanda Nia. Maintenant, je sais que le pire jour de ma vie a mené à la meilleure année. Alana regarda Nia puis Imani dormant paisiblement dans la poussette. J'ai trouvé mon but, j'ai trouvé une véritable amitié, j'ai découvert qui je suis vraiment quand personne ne regarde. Je ne changerai ce qui s'est passé, pour rien au monde. Pas même pour éviter l'embarras d'être laissé à l'hôtel devant 300 personnes, demanda Tasha avec un sourire en coin. Pas même ça, dit fermement Alana. Parce que cet embarras m'a sauvé de quelque chose de pire, une vie entière mariée à quelqu'un qui m'aurait brisé lentement au lieu de publiquement. Elles atteignirent l'immeuble de Nia et restèrent dehors un moment, toutes les trois se regardant à la lueur des lampadaires. « On a fait quelque chose de bien », dit doucement Tasha. « On a pris quelque chose de laid et on en a fait quelque chose qui aide vraiment les gens. C'est rare. On n'a pas encore fini, » dit Nia. Il y a encore tellement de femmes qui ont besoin d'aide, tellement d'histoires qui ont besoin d'être racontées. Alors on continuera, dit Alana, aussi longtemps qu'il le faudra. Cette nuit-là, après le départ de Tasha et Alana, après qu'Imani fut nourrie, changée et endormie profondément dans son berceau, Nia s'assit dans son salon avec une tasse de thé et s'autorisa à vraiment penser à tout ce qui s'était passé. Il y a un an, elle avait été désespérée et terrifiée. Elle s'était tenue dans cette salle de bal avec des vêtements déchirés, exposée et humiliée, certaine que sa vie était finie. Mais ce moment de vulnérabilité totale, ce moment où elle n'avait plus rien à perdre, était devenu le moment où tout avait changé. Quand elle avait cessé d'accepter l'histoire que Darius essayait d'écrire à son sujet et avait commencé à écrire la sienne. Elle pensa aux milliers de femmes qui l'avaient contactée. Celles qui disaient que son courage leur avait donné du courage. Celles qui avaient quitté des situations abusives parce que la voir se lever leur avait rappelé qu'elle le pouvait aussi. Celles qui avaient cessé d'accepter le silence comme prix de la survie. Et elle pensa à sa fille dormant paisiblement dans la pièce d'à côté. Qui grandirait en sachant que sa mère avait été mise à terre mais s'était relevée, qui apprendrait que votre pire moment ne doit pas vous définir, qui comprendrait que parfois, les gens qui essaient de vous briser finissent par être ceux qui vous libèrent. Le téléphone de Nia vibra, un message d'un numéro inconnu. Son cœur rata un battement, inquiète que ce soit Darius, essayant de la contacter via un nouveau numéro. Mais quand elle l'ouvrit, elle vit que c'était d'une femme nommée Jennifer, la même femme qu'il avait appelée il y a un an pour lui offrir le travail au mariage. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis celle qui vous a embauché pour cet événement. Je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée de ce que Monsieur King avait prévu. Je suivais juste les instructions du client, mais j'ai suivi votre travail avec Rising Mothers et je veux m'excuser pour ma part dans ce qui s'est passé, aussi involontaire fut-elle. Et je veux faire un don à votre organisation parce que ce que vous faites compte. Vous aidez des femmes comme ma sœur qui a vécu quelque chose de similaire. Merci d'avoir transformé quelque chose de terrible en quelque chose de beau. » Nia lut le message 2 fois, puis tapa une réponse. « Merci de m'avoir contacté. Je vous pardonne et merci pour le soutien. Chaque femme qui se lève rend la tâche plus facile pour la suivante. Nous sommes toutes là-dedans, ensemble. » Elle posa son téléphone et regarda autour de son appartement. Les photos sur le mur d'elle avec Imani, avec Tasha, avec Alana, l'affiche de Rising Mothers accrochée près de la porte, la petite étagère remplie de livres sur la maternité, l'activisme et l'histoire des femmes noires. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée pour elle-même. Ce n'était pas le conte de fées dont elle avait rêvé quand elle était tombée amoureuse de Darius pour la première fois. C'était plus petit à certains égards, plus dur à d'autres, mais c'était réel. C'était à elle et c'était suffisant. Dans la chambre d'enfant, Imani fit un petit bruit dans son sommeil. Nia se leva et marcha vers l'encadrement de la porte, regardant la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser au rythme doux de la respiration de bébé. « On a réussi, ma chérie », chuchota-t-elle. « On a vraiment réussi. » Et pour la première fois depuis très longtemps, Nia Brooks alla se coucher sans s'inquiéter pour demain, sans pleurer hier, mais simplement reconnaissante pour aujourd'hui parce qu'elle avait appris la leçon la plus dure qui soit. Que parfois, il faut être déchiré avant de pouvoir se reconstruire. Que l'humiliation peut devenir transformation. Que le moment où vous cessez de laisser vous cessez de laisser quelqu'un d'autre définir votre valeur est le moment où vous devenez vraiment libre.
Darius King avait essayé de la détruire. Il avait essayé de prouver qu'elle n'était rien. Au lieu de cela, il avait prouvé qu'elle était tout ce qu'elle avait besoin d'être. Forte, résiliente, incassable, et en essayant d'écrire la fin de son histoire, il lui avait donné le commencement de quelque chose de bien meilleur que tout ce qu'il aurait jamais pu offrir. J'espère que vous avez apprécié regarder cela autant que j'ai apprécié le créer. Aimez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises. Faites-moi ça. Faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.